Comment voulez-vous que les gens, dans des conditions comme ça, puissent travailler jusqu'à 70 ans? Il faut que les équilibres entre un travail qui a du sens, donc un outil qui est mon outil, l'outil de l'homme, je l'utilise pour qu'il peut me rendre service, mais il ne faut pas qu'il se substitue ni à moi, ni que je devienne son esclave, entre guillemets. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Odile et bonjour Franca et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Donc aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre le rôle que peut jouer le dialogue social dans le déploiement des technologies d'IA dans les organisations. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, peut-être présenter aussi votre parcours et ce qui vous a amené à travailler cette question du déploiement des technologies d'IA dans les organisations? Si je commence, alors, je suis secrétaire nationale de la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, chez les cadres notamment. Donc, je suis salarié d'Orange, donc une entreprise de télécommunications dans laquelle j'étais dans les instances internationales, dans la négociation plutôt des instances européennes et internationales. Et je fais partie aussi du Comité économique et social européen. Et c'est l'Europe qui m'a ouvert, c'était ma fenêtre pour approcher l'IA. C'était en 2007, nous avions fait un avis parce que ces comités, donc c'est la représentation de la société civile européenne, fait des avis pour la Commission et le Parlement. Donc nous avions fait un avis d'initiative sur l'intelligence artificielle et tous les aspects sociaux, sociétaux qu'elle pouvait avoir dans nos mondes. Et c'est là que, sans être une mathématicienne ni spécialiste des algorithmes, j'ai pensé que cette technologie, c'était important aussi d'en parler, pas uniquement sur la productivité des entreprises ou pour les attentes, les magnifiques innovations qu'elle pouvait permettre, ce qui était une réalité, mais aussi les risques et aussi les opportunités qu'elle représentait dans le travail. Donc, j'avais fait des avis à partir de 2018 sur l'IA, l'intelligence artificielle et le travail. C'était avant l'IA générative. Voilà. Et c'est pour ça, j'ai pensé que cette technologie avait quand même une importance assez fondamentale et qu'elle était impactante et que les syndicats devaient s'intéresser à la question. Ouais, c'est Odile. En fait, j'étais pas du tout prédestinée à travailler sur ces sujets. Donc moi, à la base, je viens du monde de la prévision et de la prospective. Donc, ça n'est que depuis une quinzaine d'années, en fait, j'ai réorienté mes activités au service du monde syndical et des représentants du personnel, avec toujours quand même cette idée d'aller regarder sur demain, en quoi les transformations des modèles productifs et reproductifs, et donc en l'occurrence la transformation numérique, mais aussi, on peut se poser sur la bifurcation environnementale, impacte non seulement le travail, mais aussi la façon dont on peut outiller les acteurs du dialogue social, donc les organisations syndicales et leurs représentants, les salariés, les travailleurs, au regard de cette transformation. Donc, c'est ça qui m'a amené à me poser sur le sujet d'abord de la transformation numérique. Il y a une dizaine d'années, j'ai fondé depuis l'IRES, qui est l'Institut de recherche économique et sociale pour les organisations syndicales en France, institut pour lequel je travaille. Ici, il y a un réseau qui s'appelle Sharers and Workers, les travailleurs et les partageurs, avec aussi l'idée vraiment de poser les parties prenantes de cette transformation autour de cette transformation-là pour y réfléchir collectivement. Et puis, c'est de fil en aiguille qu'en fait, on a été amené à se centrer sur d'abord les plateformes. C'était plutôt ça l'entrée par la data, les plateformes. Je pense qu'on est nombreux à d'abord avoir perçu ça. J'ai été active dans la régulation des plateformes, puisque j'ai été membre d'une mission qui s'est occupée de ce sujet en France, et je suis plus administration de l'autorité des relations sociales des plateformes maintenant en France, mais plus tard sur les enjeux plus spécifiques de l'intelligence artificielle. Et c'est à chaque fois l'angle du dialogue social qui a été privilégié, mais toujours donc sous cet angle vraiment de prospective du dialogue en quelque sorte. Et donc j'ai mené plusieurs projets. Et systématiquement, ces projets ont été menés avec des organisations syndicales. Et un point de méthode, l'idée est vraiment toujours de dire il faut se mettre ensemble autour de cette transformation-là pour voir comment on peut dialoguer sur le dialogue. Et donc, il y a aussi une approche d'expérimentation, je dirais, presque un peu organisationnelle dans la façon dont on approche ces sujets au sein de l'IRES. Merci à toutes les deux pour cette présentation. Peut-être un point j'aime bien commencer les épisodes par des définitions et vous avez utilisé toutes les deux le terme de dialogue social.
J'aimerais bien que vous puissiez dire un petit peu ce qu'on entend par là, peut-être, d'où ça vient et quel rôle ça joue dans les organisations parce que les syndicats et tous ces organismes-là, on en parle quand même beaucoup moins aujourd'hui. En tout cas, moi, dans toutes les réflexions autour de l'intelligence artificielle, du numérique, de la technologie, c'est vrai qu'en dehors des organisations et dans la presse, on en entend assez peu parler. Alors même que, et notamment avec l'IA, on voit qu'il y a un développement très, très, très rapide et donc voilà, je serais intéressé de savoir à la fois ce que vous en mettez derrière dialogue social et pourquoi peut-être c'est important, de votre point de vue, qu'il y ait ces espaces-là, ce temps-là qui soit pris pour discuter de la mise en œuvre de ces technologies-là, alors même que l'IA est quelque chose qui va très, très vite et on nous pousse toujours à aller le plus vite possible, sans forcément prendre le temps vraiment de la réflexion et de l'impact à moyen ou long terme. Alors, si je peux commencer, je pense qu'à l'origine du dialogue social, il y a l'organisation du mouvement ouvrier dans les premières révolutions industrielles et surtout dans la deuxième partie de la révolution industrielle qui coïncide avec les années 1800-1850, où les ouvriers, en l'occurrence c'était des ouvriers, se sont organisés pour une redistribution des pouvoirs. Et donc, ils ont créé les syndicats. Et c'est à ce moment-là qu'il y a commencé, je dirais, un partage plus équilibré de la valeur produite. Parce qu'avant, c'est ceux qui détenaient les moyens de production et les contrôles même politiques qui bénéficiaient de toute la valeur ajoutée, par exemple des machines à tisser ou de la machine à vapeur. Et donc, ça, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit parce que, voilà, aujourd'hui, avec la technologie, se pose aussi les questions, la productivité, les gains de productivité, la prospérité. Voilà, est-ce que c'est automatique qu'il y a un partage lorsqu'il y a des progrès technologiques? À qui bénéficie-t-il? Après, si on revient un peu sur l'actualité et notre réalité même européenne, je rappelle que le dialogue social était reconnu comme une composante fondamentale de l'Europe, de l'Union européenne. Donc, c'est un principe fondamental. Il faut aussi impliquer les partenaires sociaux, donc les syndicats et les employeurs, dans les mutations, dans les changements, dans les évolutions au niveau européen. C'est important de l'avoir à l'esprit. La deuxième, je dirais, chose sur les dialogues sociaux, c'est que peut-être le mot est galvaudé, mais il faut revenir un peu à l'utilité ou même à l'objectif de ces dialogues sociaux. Donc, pour moi, l'objectif, c'est négocier. Donc, ce n'est pas un dialogue pour dialoguer uniquement, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire devant, par exemple, une restructuration, un changement, un gain de productivité. Donc, c'est dialoguer, certes, mais aussi éventuellement, est-ce que c'est utile d'avoir des accords qui sont une contractualisation des choses qu'on va mettre en place dans les organisations de travail. Et donc, pour moi, c'est aussi une anticipation. Et on se rend compte qu'avec une technologie qui avance de manière rapidissime, anticiper, c'est un peu compliqué, mais ce serait aussi l'objectif. Et je pense que l'intérêt ici, dans cette technologie qui est l'IAG, l'IA générative, il y a quand même un intérêt qui devrait être de deux côtés. Ce n'est pas uniquement un intérêt des salariés qui sont un contre-pouvoir pour dire comment on déploie, qu'est-ce qu'on déploie, comment on fait en sorte que les relations entre l'humain et la machine, on puisse les discuter, on puisse les construire, mais c'est aussi un intérêt pour les employeurs lorsqu'il y a quand même 50% des salariés aujourd'hui qui utilisent l'IA en cachette, avec des risques. Et c'est aussi des risques pour les entreprises, par exemple, de cybersécurité ou des fuites des données industrielles. Et donc, construire des cadres de confiance pour le déploiement de ces technologies, ça fait partie du dialogue social. Il y en a qui l'appellent dialogue technologique. Oui, pour moi, ça reste un dialogue qui est adapté, qui doit être adapté aux transformations dont il parle. Voilà, donc peut-être il faut adapter même les modalités de ces dialogues. En complément de ce que disait Franca, je vais développer un peu l'approche que nous, on déploie dans le cadre des projets. Et je trouve qu'il y a une citation, désolée, c'est côté citation, mais c'est un article d'Antoinette Rouvroy, Emmanuel Zaclat, dans un article sur l'éthique située qui dit « C'est la possibilité de contester les décisions des machines qui est la seule à même d'assurer leur robustesse et leur légitimité. La valeur morale n'est pas tant immanente que située et nécessite un public pour la discuter. » Et en fait, l'approche qu'on peut avoir pour un positionnement du dialogue social, c'est de dire le dialogue social,
c'est la régulation par le bas, par les acteurs de l'IA. C'est celle qui, effectivement, a un grand place par rapport à d'autres formes de régulation, mais c'est celle qui clairement se positionne là où est le travail. C'est celle aussi qui permet la discutabilité. Et cette discutabilité, comme le dit de manière très fine Antoine Trouvrot et Emmanuel Saclad, c'est une discutabilité nécessaire au regard de l'impact de ces technologies sur le travail et les entreprises. Et justement, en parlant de l'impact de cette technologie-là, on entend souvent dire que les technologies d'IA sont une technologie de rupture, comme s'il y avait une différence peut-être, Odile, vous parlez de la transformation numérique, comme s'il y avait quelque chose vraiment de fondamentalement différent. On compare parfois à l'électricité, vous avez parlé de la machine à vapeur et donc que ça avait un impact beaucoup plus important sur le travail, sur les organisations. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez toutes les 2? Et si oui, qu'est-ce que ça peut changer, on va dire, par rapport à cette question du dialogue social, de la place des salariés dans les organisations? Parce que, notamment avec l'IA générative, on voit que c'est capable de automatiser, remplacer, alors dans une certaine mesure, mais des tâches cognitives, ce qui était peut-être moins le cas avec les technologies précédentes. Pour moi, l'IA générative, c'est ce qu'on appelle en anglais le game changer. C'est vraiment un changement, une rupture. Pourquoi? Déjà par sa rapidité de diffusion. Je rappelle que ChatGPT, en 5 jours, avait 1 million d'abonnés et donc facilité de diffusion, rapidité d'évolution, simplicité. Donc, du coup, avant, l'IA était plutôt introduite du haut de la hiérarchie. Et là, c'est les utilisateurs qui, d'abord, expérimentent, l'utilisent. Donc, je pense que ça change. L'autre aspect de rupture, c'est sa généralité, c'est-à-dire ça impacte tous les secteurs et comme vous l'avez dit, toutes les professions et pas uniquement les activités manuelles, routinières, etc. Donc, il y a même les professions qualifiées et des tâches qualifiées cognitives que l'IA générative peut prendre en charge, avec des limites, hein, bien évidemment. Et la dernière chose qui est la plus importante, c'est la capacité de ces machines de décider, de prendre des décisions. Et là, on rentre dans une zone, ben voilà, toutes les innovations jusqu'à hier n'avaient pas. C'était l'humain qui disait, mais qui fait ça, la bombe atomique, ben voilà, je vais t'utiliser pour ça, etc. Les décisions étaient toujours dans les mains de l'homme, de l'humain. Et aujourd'hui, c'est en train de basculer et donc c'est aussi les enjeux, hein, de cette technologie parce qu'on a un grand principe en Europe qui était aussi incarné et adopté dans d'autres pays dans le monde, qui est l'humain aux commandes. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec des automatisations de plus en plus complexes, demain, même aujourd'hui, on a les agents, les agents donc, qui agissent. Donc, ces contrôles, il est menacé. Voilà. Et cette capacité de décision, pour moi, c'est une vraie rupture. Effectivement, enfin, c'est la rupture qui est majeure, hein. Quand on la rajoute à la couche plus large que l'IA générative, c'est-à-dire l'IA connexionniste et probabiliste qui est venue avant, enfin, elle a rendu possible l'IA générative, mais même avant d'avoir une IA qui produit du contenu, on avait des systèmes qui étaient, dès lors qu'ils ont été basés, qui n'étaient plus des systèmes experts, mais basés plutôt sur des modèles probabilistes. Ce sont des IA qui, agissent avec plus ou moins d'autonomie, permettent d'être une aide à la décision, mais en plus de ça, le font avec une incertitude sur la capacité qu'on a à comprendre les algorithmes qui les régissent. Et donc, cette dimension d'incertitude qui est radicale en quelque sorte et intrinsèque au modèle connexionniste, hein, avec une couche supplémentaire quand on a la production de contenu dans l'IA générative, elle fait effectivement, on a là des technologies qui non seulement sont à fort impact, parce qu'on sait, enfin voilà, toutes les études d'impact du règlement sur l'IA ont bien positionné l'IA par rapport aux autres technologies, au big data, etc. Enfin, il faut effectivement se poser dessus, mais qui en plus de ça contiennent une dimension d'incertitude quand ils sont déployés, qui soulève vraiment beaucoup d'interrogations. Et puis, un aspect aussi qui est important, qui n'est pas systématique, c'est cette capacité d'adaptabilité des systèmes. D'ailleurs, les recommandations de la Commission européenne là, dans la compréhension de la définition de l'IA qui viennent de sortir, puisqu'on commence à avoir des actes délégués qui arrivent sur le règlement, disent bien, voilà, il y a cette dimension de l'adaptabilité. C'est-à-dire, en plus de ça, non seulement c'est incertain dans l'absolu, en plus, ça va évoluer au cours du temps. C'est-à-dire qu'une fois que j'entre ce système-là,
bah voilà, la fraude change, donc le système aussi va changer dans la détection de la fraude. Et donc, cette dimension-là, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique et comme le rappelait vraiment très, très justement Franca, c'est qu'on a des systèmes qui, avec ces éléments-là, nous font des recommandations, des prédictions et nous aident à prendre des décisions, nous, en tant qu'humains, dans nos rapports à nos actions dans le travail. Et pas que le travail, évidemment. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur ces systèmes d'IA dont on comprend pas forcément comment ils fonctionnent, qui peuvent être opaques, complexes. En face de ça, le dialogue social, alors en tout cas, moi, ce que j'en comprends, c'est des choses qui demandent du temps, de s'asseoir, de discuter, d'essayer de comprendre les choses. Et on est sur une technologie qui est déjà même pour les gens qui travaillent dedans est difficile à comprendre. Là, on parle de gens dont c'est pas le métier fondamentalement au départ. Comment justement on négocie autour de ce genre de technologie où c'est difficile de les comprendre? Et en plus, la logique même du dialogue social veut qu'on prenne le temps d'essayer de comprendre les choses, d'en discuter. Et donc, est-ce que finalement, ce format-là de dialogue social, il est adapté à ce genre de technologie? Alors, moi, ce que je constate parmi les équipes terrain, c'est que la question, moi j'avais publié un livre qui s'appelle Les guides de l'intelligence artificielle au travail, vos droits face aux algorithmes. C'était au début en janvier 2022, donc c'était avant ChatGPT, donc il faudrait les remettre à jour. Mais au début, les équipes CFDT du terrain, donc les délégués les syndicaux, les élus, etc., on voyait que ces questions étaient plutôt complexes pour les approcher et qu'en général, ils se tenaient à distance, avec plutôt des peurs, notamment de perdre leur emploi et la peur aussi de ne pas appréhender, réussir à comprendre ces systèmes. Donc voilà, il y avait vraiment pas des négociations. Je me rappelle que nous avions organisé à la CFDT cadre un comité national avec 300 délégués, entreprises, la CNIL, des acteurs européens. Et je voyais que voilà, par exemple, dans une banque, les équipes, les DRH, je dirais, qui étaient là de la banque et les équipes commençaient à se parler lors de ces comités. Ça veut dire qu'en entreprise, ça ne s'est passé rien là-dessus. Aujourd'hui, avec l'IA générative, comme je disais, donc plus facile et même le fait que les sujets soient devenus absolument primordial, on en parle depuis 2 ans, je dirais partout et à toutes les occasions. Donc, les équipes nous sollicitent beaucoup plus pour comprendre, donc des formations ou des discussions, des inculturations. Donc, il y a quand même un besoin de démystifier. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre qu'il peut y avoir des impacts intéressants, mais aussi plus risqueux lorsqu'il y a des exemples déjà des discriminations, des biais ou des impacts sur l'emploi ou sur les compétences. Vous voyez, donc ça revient un peu dans la corbeille, je dirais, assez commune des négociations syndicales. Lorsqu'on parle des partages de la valeur, par exemple, de l'emploi ou de la formation, ou des impacts sur les égalités, et sur les salaires, etc. Je dirais que ça fait partie du panel, les impacts que les syndicats appréhendent. Donc, pour moi, l'absence ou la scarcité, je dirais, bon, il y a un bilan là qui dit en France, depuis 2017 jusqu'à 2024, seulement un accord sur 1000 cite l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'étude du CNAM, du Centre de l'emploi et du travail. Ça veut dire que ça commence, mais c'est quand même très timide encore. Pourquoi? Parce que ces systèmes, en plus, ils ont une particularité, peut-être on ne l'a pas évoqué explicitement, qui est celle d'être introduits sans forcément qu'on s'en aperçoit. Vous avez une application, on vous met un segment d'une nouvelle fonctionnalité, on ne demande pas votre accord, votre consentement, on n'informe pas les comités social économiques. Vous voyez, donc il y a pas mal d'opacité autour même de l'introduction des systèmes. Mais comme je disais, aujourd'hui, l'IA générative change un petit peu les règles parce qu'elle est utilisée d'abord, mais en même temps, les utilisateurs se rendent compte aussi que leur contenu du travail, que leur travail change dans les contenus, dans la vitesse avec laquelle ils peuvent faire certaines tâches, et que donc, tous ces cadres, pour les entreprises aussi, la question des données, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, implique qu'il y ait un cadre de discussion et qu'elle n'est pas assez forte encore aujourd'hui.
Mais il n'y a pas besoin d'être des experts, on peut aussi s'entourer des experts. Moi, je vois que des équipes CFDT, lorsque il y a une application en d'IA générative, ben, il faut appel à un expert, comme avant. Avec aussi ce constat, donc pour répondre à votre question Clément, qui est que finalement, en dépit même du fait qu'on a du mal à déployer du dialogue social, ce dialogue social-là, il est potentiellement bénéfique pour toutes les parties. Pourquoi il est bénéfique? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a des systèmes qui fondamentalement impactent l'organisation et dont on ne mesure pas les effets tant qu'ils ne sont pas vraiment déployés. Et donc, pour en tirer le meilleur bénéfice, bah, ce n'est pas en décrétant les règles métiers et en écoutant l'éditeur qu'on en tirera le meilleur parti pour l'entreprise et donc on aura un bon retour sur investissement. Mais le fait est qu'en fait, à l'heure actuelle, les modalités du dialogue, donc qui passent essentiellement en France par l'information-consultation, ne sont pas adaptées, puisqu'en gros, on nous dit, bah voilà, finalement, vous avez le droit de recourir à votre expert ou de demander une expertise, comme disait en cas, un cabinet d'expertise qui est habilité pour aider le représentant du personnel à exercer donc, ce droit d'information-consultation. Mais en fait, c'est statique, c'est au moment de l'introduction. Alors, ça s'est renforcé récemment parce qu'il y a une jurisprudence récente, il y en a eu deux, mais il y en a une vraiment qui a dit qu'il fallait faire cette information-consultation dès les expérimentations. Mais en fait, c'est one shot, c'est à un moment donné. Hop, on dit, voilà, vous introduisez, vous avez un projet, alors maintenant, c'est au moment des expérimentations, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc, en fait, si on part du principe qu'il y a beaucoup d'incertitudes, qu'on n'est pas capable de mesurer les effets tant que ce n'est pas déployé, et qu'il y a un cycle de vie du SIA, il y a un cycle de vie du projet IA, en fait, l'idée, c'est de dire, bah, voilà, il faudrait arriver à encapsuler du dialogue à toutes les phases du projet. Et ce n'est pas du tout ce qui est le cas dans le dialogue social institué, au sens du code du travail, ou des droits qui sont conférés aux représentants des salariés dans le code du travail. Et à ça se rajoute, comme le rappelait très justement Franca, le fait que de toute manière, même ce droit-là, il est peu exercé pour plein de raisons, y compris aussi de manque de maturité des côtés des directions. C'est un point sur lequel on insiste beaucoup dans nos projets, du côté syndical, enfin du côté des projets au service des mondes syndicales, c'est de dire, en fait, oui, tout le monde a besoin de monter en compétences. Et je terminerai sur le dernier point, qui est celui de l'acculturation ou pas à ces systèmes-là. Tout le monde ne sera jamais un expert de l'IA, mais par contre, il y a un degré minimum de connaissance et de compréhension de comment fonctionne un projet qui est accessible à beaucoup de monde. Et ça, c'est une forme d'acculturation qui est probablement un passage un petit peu obligé, ne serait-ce que pour comprendre que quand vous faites un choix, si c'est sur site ou en mode SaaS, ça va impacter clairement la façon dont vous allez déployer ce projet et votre job il va être supprimé ou pas supprimé. Ouais, Franca, allez-y, allez-y. Ouais, juste, moi, je pense que, par exemple, on a beaucoup de besoin d'écouter des philosophes, des historiens, et pas que des économistes. Hein. J'écoute aussi les économistes, bien évidemment. D'ailleurs, ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais voilà, au niveau sociétal, hein, si on parle de la société, des citoyens, on a besoin de donner la parole à tous ceux qui ne sont pas experts en mathématiques, techno, etc., parce que c'est quand même des changements qui impactent fortement, voilà, même la façon dont on vit ensemble. Donc, au travail, voilà, je pense que la parole des non-experts, aujourd'hui, c'est quand on est même aux experts en introduction de ces technologies, il faudrait redonner la parole aux ressources humaines, et aux syndicalistes, par exemple. Je trouvais très intéressant ce que vous disiez sur cette partie où il y avait un côté un peu insidieux au déploiement de ces technologies. Ça me fait penser sur la suite Office, Microsoft 365, qui est utilisée dans beaucoup, beaucoup de grandes organisations, où ils intègrent maintenant, sans demander l'avis de personne, Copilot, en faisant augmenter le prix des licences. Et donc, là où on avait Microsoft Office, on pouvait choisir de changer de suite, ou voilà, c'est compliqué. Mais là où on intègre un outil sans même demander l'avis des utilisateurs, et donc forcément, là, ça amène du changement dans la façon de travailler parce qu'on a accès à cette techno-là. Donc, c'est sûr que ça pose quand même des questions, j'imagine, en termes de dialogue social. J'avais envie de poursuivre là-dessus. C'est là aujourd'hui, vous travaillez avec donc, différents acteurs, vous voyez un petit peu ces technologies depuis quelques années. Quel est l'impact que vous observez sur les équilibres, on va dire, organisationnels au sein des collectifs, la façon de travailler? Est-ce que ça change un peu la répartition je sais pas si on peut dire, de pouvoir,
Est-ce que vous parliez de shadow IA où on a des salariés qui font dans leur coin? Est-ce qu'il y a plus d'individualisme? J'essaie de mettre des mots, mais vous, avec l'expérience que vous avez justement de ces collectifs de travail et de l'IA, c'est quoi les faits marquants que vous voyez et l'impact de ces technologies sur la façon dont les collectifs travaillent ensemble? D'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'on en est au début du déploiement. On parle beaucoup du shadow IA parce que ça, enfin, et que mais le shadow IA, ça commence aussi. Enfin, on n'a que 2 ans de recul, 2 ans et demi maintenant, sur l'arrivée de l'IA générative. Par contre, on a quand même un peu déjà du recul sur ce que c'est que le management algorithmique. Et il y a, en fait, ces technologies-là, elles ont une très grande ambiguïté dans les effets qu'elles peuvent avoir. Parce que la finalité aussi, ça peut être totalement déterminant. C'est-à-dire que ça peut augmenter le travail, ça peut m'aider, mais de même que ça peut m'empêcher. Ça peut m'empêcher, ça peut m'aider parce que voilà, ça peut me permettre de faire du travail de veille, mais ça peut m'empêcher quand, en fait, je vais avoir un système qui aura une fin de non-recevoir pour passer à l'écran d'après ou aura une fin de non-recevoir parce que le planning aura été décidé et aussi m'obliger. Il faut qu'on garde en tête bien les exemples de jusqu'où peut aller le management algorithmique, qui est donc appartient au cas d'Amazon, hein, qui a été condamné par la CNIL, où là, effectivement, on a quelque chose qui a un aboutissement et un très, comment dire, très précis de jusqu'où on peut empêcher le travail, ou en tout cas l'entraver quand on utilise l'IA sous forme de management algorithmique. Pour le reste, et moi j'en terminerai là, sur les collectifs que moi je connais, avec lesquels je travaille, je vois beaucoup d'interrogations, mais y compris sur les cas d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, on est capable, donc en tout cas sur l'IA générative, quand moi je discute avec souvent mes salariés dans les ateliers sur la façon dont ils se projetteraient dans l'IA, il y a beaucoup d'interrogations, c'est-à-dire que il y a la capacité à se projeter dans des usages très génériques, ah oui, du contenu, du texte, etc., production d'images, mais la capacité à comprendre en quoi ça peut vraiment m'aider dans mon métier en mode expert, hein, ça va pas du tout de soi. Et donc cette projection dans les usages experts, elle doit être aidée et aussi accompagnée. C'est-à-dire qu'il faut faire émerger la représentation collective qu'on peut avoir de ce qu'on peut faire collectivement et individuellement de l'IA dans nos métiers. Pour peut-être continuer dans la ligne d'Odile et compléter, je pense que ça date pas depuis hier, l'individualisation dans les relations de travail. Ça date depuis les années 70 ou 80, hein, je veux dire déjà avec tous les aspects des rémunérations qui ont tendance depuis à être de plus en plus individualisés. Et aujourd'hui, je dirais, depuis le Covid et l'intensification d'outils numériques, hein, de l'usage et de la diffusion d'outils numériques, il y a certainement eu déjà des changements dans la façon dont on travaille. Déjà, le fait de télétravailler, souvent, ça nous prive, quand vous travaillez à Oracle, il y a 100% des gens qui sont en télétravail depuis le Covid. Donc, déjà, on ne se voit plus, sauf en visio. Donc, déjà, je dirais, la pandémie a déjà révolutionné quelque part les relations. Et maintenant, ce que disait Odile, là, il y a aussi des choses qui s'accentuent parce que quand vous avez la tendance, par exemple, dans la gestion RH, individualiser les parcours de carrière, individualiser les formations, ça diminue les occasions pour les collectifs de se retrouver ensemble. Donc voilà, mais je dirais un peu les tournants, c'était aussi le télétravail complètement généralisé pendant la pandémie et qui est resté un peu la modalité de travail aussi longtemps après. Ensuite, les nouvelles formes, par exemple, des subordinations. Il parlait du management algorithmique. Ça veut dire quoi? C'est un management sans les hommes et les femmes, sans la médiation humaine. Encore une fois, c'est la machine qui répartit ton itinéraire, qui te dit combien de temps tu dois le faire. J'ai toujours un exemple en tête avec mes homologues syndicaux finlandais. Ils ont fait une enquête sur les conditions de travail des éboueurs. Et donc, ils avaient une appli, les éboueurs finlandais, et disaient, voilà, tu dois faire cette tournée dans la ville
à Helsinki à 1 heure et demie, mais ces paramètres ne tenaient pas compte des hivers. Et l'hiver à Helsinki, voilà, c'est pas banal, donc les temps et l'itinéraire en partie ne correspondaient jamais à la réalité. Donc, j'étais toujours en retard. Vous voyez, par exemple, hein, je veux dire, mais les aberrations d'un paramétrage standardisé qui ne comprend rien sauf voilà, les statistiques qui les déterminent et qui donc n'a pas l'essence du contexte et de la réalité. Et comme ça, on peut multiplier les exemples. Hein. Odile a cité Amazon. Hein. Voilà notre exemple de une surveillance et une intrusion. Voilà, à la longueur de la journée, vous entendez une voix non humaine, métallique, qui vous donne des ordres, des consignes très précises sur les colis, combien, sur les lieux où il faut les mettre, etc., etc. Et donc, il y a une déshumanisation du travail, aussi une individualisation maintenant qui peut être très, très exacerbée ou portée à la limite. Et donc, voilà, c'est ça aussi qu'il faut négocier dans les dialogues sociaux. Et c'est des sujets nouveaux quelque part. Ancien, entre guillemets, hein, depuis quand même une numérisation très forte du travail, des télétravail, etc. Mais ça, il faut aussi négocier ces genres de quel est les temps collectifs, quels sont les moments collectifs, quelle est la relation que je dois avoir là, par rapport à la machine. Ben, si les progrès, c'est un progrès, il faut que ça soit aussi un progrès pour les conditions de travail et que le travail ait du sens. Nous parlons des retraites en ce moment, mais comment voulez-vous que les gens dans des conditions comme ça puissent travailler jusqu'à 70 ans? Il faut que les équilibres entre un travail qui a du sens, donc un outil qui est mon outil, l'outil de l'homme, je l'utilise pour qu'il peut me rendre service, mais il ne faut pas qu'il se substitue ni à moi, ni que je devienne son esclave, entre guillemets. Peut-être juste un point pour orienter ceux qui écoutent mon podcast. Il y a une étude extrêmement récente de l'ANSES, qui est l'agence sur la sécurité sanitaire, l'alimentation, l'environnement du travail, qui sur le management algorithmique. Et c'est très, très, très parlant pour comprendre effectivement en quoi le travail peut empêcher et entraver dans le cas de management algorithmique poussé à son extrême, sachant qu'évidemment, les textes interdisent l'automatisation complète. Et donc, l'absence de contrôle humain. C'est ce sujet qui nous renvoie au débat plutôt éthique et philosophique que mentionnait Franca tout à l'heure. Et justement, je voulais bien rebondir là-dessus parce que vous avez parlé de progrès et de textes qui interdisent l'automatisation complète. J'ai quand même l'impression que pas juste le dialogue social, mais dans le débat autour de la question de l'intelligence artificielle, la seule question qui se pose globalement, c'est à quelle vitesse on y va. Mais on ne se pose pas forcément la question de est-ce qu'on y va ou pas, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que ça fait vraiment sens. On parlait, je crois, au tout début de la question de l'impact environnemental, enfin de ces questions qui sont quand même importantes. Alors, je comprends, hein, parce qu'économiquement, ça fait sens pour les éditeurs, pour tout, ça crée quand même une activité économique intéressante. Mais moi, je suis un peu frappé de voir à quel point c'est comme un fait accompli. C'est acter le fait que de toute façon, on va y aller parce que il faut y aller, parce qu'on va gagner en productivité, parce que c'est utile, parce que... Et la seule question devient plus sur le comment, plutôt que est-ce qu'on y va ou pas. Et on nous dit de toute façon, si vous allez pas, vous allez être en retard, vous allez être dépassé. Et en même temps, par exemple, je crois que c'est la société Klarna, qui remplace, qui fait du call center et qui avait remplacé une partie de ses salariés par des agents IA ou par des IA et qui, là, revient en arrière en se rendant peut-être compte qu'en fait, ça fonctionne pas si bien que ça. Et donc voilà, j'avais, avant de repartir dans des choses un peu plus techniques, mais sur cette question-là, votre regard à vous là-dessus sur OK, on dialogue, mais en gros, la question, c'est est-ce que le débat, il est pas un peu biaisé d'entrée? Parce qu'on parle juste de comment y aller et on se pose même pas la question d'est-ce qu'on y va ou pas? En réalité, moi, je pense que c'est une question fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lancer des messages pour dire, de toute façon, on est impuissant dans la société, dans le travail. Voilà, c'est trop tard, il faut y aller, il faut même accélérer de plus en plus parce que l'Europe, vis-à-vis des États-Unis, d'ailleurs, il y a une obsession européenne pour les retards accumulés, hein, ce qui est quand même, on peut revenir là-dessus, hein, souveraineté et injonction de l'extérieur. Et, et moi, je dis qu'il est encore temps pour influencer. Il faut simplement qu'on s'approprie de ces débats et on y participe. Voilà, donc je considère qu'il faut plus de dialogue civil
Donc, des débats démocratiques. On a fait récemment une initiative au CESE européen, c'était l'IA, la voix citoyenne, hein. Il y a des choses intéressantes. Il y avait toutes les associations, il y avait les syndicats, il y avait les associations environnementales des citoyens. C'est important qu'on ait un débat sur les usages. Qu'est-ce que nous voulons? D'ailleurs, dans quelle société voulons-nous vivre? Quelles sont les utilisations que nous considérons très intéressantes pour nos sociétés et lesquelles faudrait bannir ou bien sur lesquelles avoir un contrôle beaucoup plus important. Et là-dessus, voilà, les discours dominants, il y a un discours uniquement techno. Là, en plus, l'exemple états-unien, c'est quand même assez flippant aujourd'hui, avec un pouvoir politique, un pouvoir technologique concentré dans les mains des peu. Mais voilà, nous en Europe, on a quand même des citoyens qui ont envie de démocratie, qui ne veulent pas non plus subir n'importe quelle utilisation de cette technologie. Voilà, donc nous avons le pouvoir encore d'influer sur ces changements. Et donc, pour cela, il faut susciter des débats, il faut susciter du dialogue au travail, il faut l'imposer, hein, je dirais. Et je pense que, voilà, même ce débat aujourd'hui participe aussi de cette volonté de dire ne baissons pas les bras, ne laissons pas faire ces technologies sans nous, hein. Quelque part, il faut participer activement. C'est vraiment cette idée d'accélération. Ça me fait penser au livre d'Armand Rosa, la question de la vitesse et du ralentissement nécessaire. En fait, ce serait opportun que on ne prenne pas la conscience justement de la nécessité d'y aller prudemment, uniquement a posteriori. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une forme de hype, comme on dit, sur les vagues de l'IA. Tout le monde y va. Je vois même moi des petits cabinets qui étaient plutôt centrés sur le conseil, sur la valorisation de la data, qui disaient mais non, il n'y a pas forcément besoin d'un faire de l'IA maintenant. Hop, ça y est, ils font des offres IA parce que voilà, la demande est là. Et ce serait quand même bien qu'on ne passe pas par la case justement du retour d'expérience, comment dire, pas raté, qui est exactement l'exemple que vous avez cité, et qui vont se multiplier. Parce qu'effectivement, quand ça se fait, que ça ne s'est pas fait prudemment, par le dialogue, par l'expérimentation, par des effets un peu de retour, de retour d'expérience, de tests et progressifs. Et donc, et ben dans ce cas-là, on peut effectivement passer complètement à côté, y avoir laissé beaucoup d'investissement et ne pas du tout en fait avoir les résultats escomptés. En gros, on n'a pas, enfin, il y a aussi cette réflexion à avoir sur c'est quoi l'IA qu'on veut. Et on la voit quand même arriver celle-là, c'est-à-dire qu'avec la prise en compte des enjeux de souveraineté, la petite IA entraînée à la maison, enfin en quelque sorte, hein, c'est un peu une caricature que je fais, mais ciblée, c'est quelque chose qu'on voit arriver petit à petit. Et tant mieux, parce que ça veut dire que là, si c'est ciblé et que c'est entraîné sur des données propres à l'organisation, on sait qu'on minimise un certain nombre de risques. D'abord, on comprend mieux de ce qu'on fait, on fait avec une intention très précise sur des métiers très précis, le métier d'entreprise en général, et on le fait sur des données qui sont de qualité. Et donc, effectivement, les plaques vont bouger, c'est évident que les plaques vont bouger, et avec certainement des ponts cassés. Il y en a déjà, hein, on va parler Carnet, mais Onclusive, je pense que c'est un autre cas. Il y a des gros projets comme ça, voilà, qui n'ont pas été forcément couronnés de succès. Vous en avez parlé tout à l'heure sur la question de la formation et Odile, vous disiez que les salariés, parfois, ils avaient du mal à se projeter sur des cas d'usage ou en mode expert, qu'on restait sur des choses assez, alors je sais pas si c'est de premier niveau ou basique. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats, les représentants du personnel, ils sont suffisamment formés, outillés, en capacité de se projeter sur ce que ces outils permettent de faire ou pas pour permettre justement d'accompagner un peu mieux les salariés? Alors, non. La question est ce que l'Europe appelle être prêt. Voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, davantage, mais d'une manière générale. J'ai participé à la commission qui a rendu un rapport à M. Macron l'année dernière. J'étais la seule syndicaliste d'ailleurs, au passage. Une des recommandations qui figure en premier, c'est une formation accélérée et massive des travailleurs. Et moi, je dirais des représentants des travailleurs, au moins dans les pratiques des négociations. Donc, je pense qu'on est en retard. Et lorsqu'on veut accélérer un déploiement à une vitesse forcenée, eh ben, c'est pas normal qu'on ne les prépare pas de l'autre côté
les personnes qui subissent, qui sont impactées par ces changements, à pouvoir en prendre conscience et aussi à les outiller. Voilà, aujourd'hui, les choses, c'est pas que ça se font pas. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui expérimentent, qui mettent en place, mais avec des équipes concernées dans un service qui doivent utiliser un outil IA. Donc, ils expérimentent les usages, ils font aussi des allers-retours, mais pas de manière globale, c'est de manière très parcellaire. C'est juste, j'identifie les codeurs, les informaticiens ou bien les équipes RH dans cette direction qui sont concernés, etc. Donc, j'expérimente. C'est bien, hein, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que ça soit généralisé. Et aussi, hein, si je prends un discours plus large au niveau sociétal, pour que nos enfants, nos jeunes soient aussi préparés à connaître les utilisations, mais aussi les limites de ces outils. Aujourd'hui, voilà, il y a des enjeux pour l'information, pour la démocratie, pour la vérité et toutes ces valeurs auxquelles nous sommes attachés et qui sont en train d'être aussi assez bousculées par des plateformes et par des utilisations absolument antidémocratiques, je dirais. Alors, on va être aidé par l'article 4 du règlement sur l'intelligence artificielle, puisqu'il est entré en vigueur le 5 février de cette année, et qu'il nous dit que côté des fournisseurs comme des déployeurs, il y a une formation. Alors, c'est pas le terme exact qui est employé dans le règlement, mais en tout cas, on doit être sensibilisé et pas n'importe comment à l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des webinaires qu'on peut inviter à regarder de la Commission européenne qui expliquent, parce que c'est quand même assez compliqué le règlement, hein, comment comprendre et interpréter l'article 4 sur l'information et qui dit bien ça doit être adapté aux conditions. C'est pas une formation comme ça, l'IA pour les nuls et les archi nuls. C'est vraiment l'IA dans mon contexte professionnel. Alors, c'est pas la formation sociétale, hein, parce qu'on est là dans les collectifs de conditions de travail et d'organisation, mais quand même, ça doit être assez précis. Après, il y a énormément de demandes à l'heure actuelle de formation, d'acculturation, enfin, et du côté des organisations syndicales, ce que je constate, en tout cas, c'est avec lesquelles je travaille, dont la CFDT, bien sûr, il y a énormément de réflexions sur la façon dont les représentants du personnel et les militants peuvent être outillés. Et on commence à avoir beaucoup de choses. Il y a des jeux, il y a aussi bien des webdocs, voilà, il y a comment dire, des courants, des classes codes. Enfin, on a un matériau qui est quand même de plus en plus abondant, le labo. Il contribue. Enfin, je pense que par rapport à la situation d'il y a 2 ans, on est quand même dans un contexte où il y a quand même, d'abord, on en parle d'infobésité hein, sur le sujet, c'est omniprésent, mais par contre, il y a aussi des éléments, des matériaux, des ressources qui n'existaient pas pour comprendre. Et aussi une mise en mouvement très claire et très ordonnée et très structurée des acteurs du dialogue social, en tout cas du côté syndical. Il y a une très grande maturité sur le sujet pour outiller les représentants et les militants syndicaux. Je le dis avec mon regard un peu de l'Institut intersyndical hein, qui est l'IRES, mais en tout cas, c'est évident que ça a énormément progressé. Après, ça prend du temps, mais les demandes, elles sont quotidiennes. Il y a des demandes et il y a des ateliers tout le temps. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on est dans un contexte plutôt d'action syndicale, c'est pas des choses qui se voient forcément dans le débat public, mais par contre, c'est quotidien, tous les jours, et donc elle est bien placée pour savoir qu'il y a des demandes et des attentes et des formations qui s'organisent par un nombre d'acteurs assez conséquent. J'avais une question un peu peut-être provocante, on va dire, mais on parle souvent de l'IA comme vecteur d'amélioration, de gain de productivité. Ça va nous permettre d'être plus productifs, d'aller plus vite. Et en parallèle de ça, on voit se développer assez récemment des entreprises qui, grâce à l'IA, je pense notamment des entreprises dans le domaine de la création de code, Lovable, des choses comme ça, où avec des toutes petites équipes, ils arrivent à créer des produits qui génèrent des chiffres d'affaires assez impressionnants. Et là où on aurait peut-être eu besoin de 100, 200, 300 salariés, en fait, aujourd'hui, on a besoin que 10 ou de 20. Sam Altman parlait de $1 billion company où demain, peut-être quelqu'un avec de l'IA, tout seul, pourrait créer une entreprise valorisée $1 milliard. Et donc, la question que ça me pose un peu provocante, c'est est-ce que finalement l'IA, elle va pas rendre obsolète le dialogue social? Parce que si demain, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de dialogue social. Ça transforme la structure sociale de l'entreprise en tant que telle et donc ça impacte forcément le dialogue social. Moi, je ne pense pas qu'il y a représente la fin du travail.
et des travailleurs. On rêve les usines sans ouvriers, on en parle depuis longtemps. Je pense que certains métiers et certaines tâches au sein de ces métiers seront totalement automatisées. Mais si on se tourne, si on regarde autour dans nos sociétés, il y a des pénuries, par exemple, dans beaucoup de secteurs qui ont besoin des humains. Je prends la santé, par exemple, le secteur de la santé, mais aussi le secteur des services. Donc, moi, je pense que la fin du monde du travail travailleur, c'est une dystopie à laquelle, voilà, il n'y a pas d'épreuve. Alors, je me réfère aussi au passé, c'est pas si passé que ça. Il y avait eu une étude de deux Américains, Fry et Osborne, qui prévoyait 47% de destruction d'emplois dans tous les secteurs aux États-Unis à partir du secteur de la restauration, des transports, etc. Si on regarde 4 ans après ce qui s'est passé, zéro prophétie, zéro. Donc, ils disent que leur méthode n'était pas la bonne, qu'ils n'avaient pas été très fins dans les prévisions, etc. Il y a quelques années, avec la voiture autonome, dont on parlait beaucoup, on disait ce n'est pas la peine de faire des formations des chauffeurs. C'est fini, il n'y aura plus de chauffeurs. Et aujourd'hui, en France, il y a une pénurie des chauffeurs. Il y a une pénurie des chauffeurs de camions, par exemple. Et quand on regarde des métiers comme tous les métiers du soin, de l'aide à domicile, etc., qui ont certes besoin d'être reconnus, mieux valorisés, mieux rémunérés, mais on ne peut pas dire que demain, il n'y aura plus de besoins là-dessus, il y en aura de plus en plus. Donc, voilà, alors il y a des métiers dans les usines, par exemple, au Japon, parce qu'ils ont des problèmes démographiques, ils n'ont pas de main-d'œuvre, autre comme en Allemagne, où il y a beaucoup de robots et robotisation. Il y a certaines activités, oui, qui seront complètement automatisées. Mais je veux dire, c'est peut-être pas la finalité la plus intéressante de cette technologie. C'est une finalité, on peut avoir une idée court-termiste. Je prends de l'IA pour automatiser, réduire mes coûts et faire des gains de productivité. Je pense que les vrais gains de productivité à long terme vont se réaliser à travers l'IA, mais l'IA qui permet d'innover, de donner une meilleure qualité, par exemple, du service au client, une qualité humaine. Je peux automatiser certaines tâches dans la relation client, par exemple, mais l'automatisation, allez, 100%, c'est pas bonne. On va dans les chatbots d'aujourd'hui, on est toujours frustré de la réponse parce qu'on n'a pas de réponse à ma question qui est personnelle. Et donc, un humain pourrait la traiter mieux qu'une boîte qui est paramétrée avec des réponses standards. Donc, il y a l'automatisation d'Acemoglu, mais Sam Silvino, même un autre expérimentateur du Massachusetts Institute of Technology, qui est Brian Johnson, qui est un des experts de l'IA et de l'IA générative. Mais il dit qu'il y a des automatisations médiocres qui ne feront pas une qualité accrue ni pour les clients. Et donc, l'entreprise peut perdre des clients parce que la qualité n'est pas bonne. Donc, vous voyez un peu ces discours, donc il faut un petit peu les interroger aussi. Un monde sans travailleurs, moi, je n'y crois pas. Ça sera un monde différent qui change le contenu de travail, qui change peut-être aussi les hiérarchisations des métiers, les qualifications, etc., certainement. Mais un monde sans travailleurs, moi, c'est pas la réalité de débat. Pour aborder dans le sens de Franca, répondre à la dimension un peu provocative de votre question, en fait, il y a quand même un enjeu majeur sur la capacité qu'on va avoir à pister la création de valeur par l'IA. On avait commencé à se poser la question avec les plateformes, on a compris, hein, voilà, le numérique, hein, ça diffuse, ça passe les frontières, enfin bref, voilà, on comprend ça. Mais il y a ce qui est devant nous, c'est aussi de pister la façon dont moi, quand j'ai un système qui est introduit sur un métier particulier, quand je l'entraîne, comment je mesure et je piste la valeur que moi, par exemple, agent de telle ou telle administration ou salarié de telle ou telle entreprise, je crée pour entraîner ce système qui, quand même, à un moment donné ou à un autre, est destiné peut-être à réaliser certaines tâches que j'effectue à l'heure actuelle.
Et donc, à l'heure actuelle, je pense qu'on est très loin de la capacité de justement pister la création de valeur parce que d'abord, on ne se pose pas la question comme ça, parce que c'est pas la chaîne de valeur de l'IA, elle n'est pas faite comme ça. Et justement, la valeur, elle est quand même plutôt captée du côté des grands éditeurs, des éditeurs et parmi eux, chez les grands éditeurs. Et que ensuite, le deuxième point pour moi qui est aussi devant nous, c'est qu'en fait, il y a une forme un peu, comme on dit, de sérendipité. C'est-à-dire que, comme disait très justement Franca, il y a cette dimension d'innovation. Oui, il y a plein d'innovations possibles, mais en plus de ça, en fait, on n'est pas forcément capable de les anticiper. Et donc, du coup, toute la réflexion qu'on peut aussi avoir, c'est finalement, qu'est-ce que je peux créer comme valeur? Parce qu'on sait que finalement, voilà, il peut y avoir comment dire, des solutions, des types d'IA qui nous amènent vers on a des applications qu'on n'avait pas forcément envisagées. Comment on gère ça? C'est un rapport à l'innovation alors, ça fait longtemps qu'on se pose cette question-là dans le cadre du numérique, mais qui là prend en plus une dimension supplémentaire. Comment est-ce qu'on est capable finalement, en gros, je reviens à l'économie, c'est ma formation de base, mais là, ça pose des questions un peu existentielles sur la façon dont on trace, en fait, et on mesure la création de valeur en amont même de la captation, qui de toute manière elle est déjà là. Mais si je veux pour moi discuter de la répartition de la valeur, si je ne peux pas la mesurer, je ne sais pas comment faire. En fait, on est confronté dans plein de situations. En fait, il n'y a pas de ROI, il n'y a pas de métrique, parce que tout ça est fait dans des modes projets totalement agiles, avec des cycles où les technos sont déployés avant même qu'elles soient matures. Donc, on ne connaît pas les métriques attendues a priori. Et donc, comment on fait pour le capter a posteriori, pour pouvoir répartir la valeur? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas de réponse à l'heure actuelle à cette question-là. Et c'est pour ça d'ailleurs à titre personnel, donc là, c'est vraiment mon point de vue d'économiste, je suis extrêmement sceptique sur justement la capacité qu'ont des études macro-sectorielles, économiques, toutes ces études d'impact à capter effectivement les impacts de diffusion des technologies qui sont nécessaires, parce que elles sont demandées à ces mots, à cette grande vertu, effectivement, de montrer la dimension d'incertitude. Mais collectivement aussi, il faut qu'on arrête de nous appuyer sur des études qui sont totalement posées sur des tâches précises, sur des métiers, alors qu'on ne sait même pas comment ces technos vont être déployés dans les organisations. On arrive sur la fin de l'échange. J'ai une dernière question. On parlait rapidement des États-Unis, de Trump, où on voit l'impact de plus en plus important des grosses entreprises technologiques, mais sur le dialogue social autour de l'IA, on voit que c'est quand même quelque chose qui reste assez restreint, assez confidentiel aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit plus largement de notre capacité à débattre des choix technologiques, des choix techniques qu'on fait? Et est-ce qu'en tant que, alors je sais pas, en tant que société, on parlait beaucoup de l'Europe, on n'est pas en train de perdre un petit peu le pouvoir du politique sur les choix technologiques? Parce qu'au départ, la technologie, elle est censée être au service d'un projet politique et pas l'inverse. Et on parlait de regard critique sur est-ce que ça apporte vraiment du progrès et est-ce qu'il faut y aller ou pas sur l'IA? Justement, répondre à cette question, c'est d'abord avoir un projet politique et se dire on va mettre cet outil au service de ce projet-là. J'ai l'impression que les choses sont un peu en train de basculer, en tout cas aux États-Unis, un peu en Europe aussi. Comment vous regardez ça justement sur cette question des choix technologiques qu'on fait et au service de quoi? Franca est bien placée, puisqu'elle elle agit à ce terrain-là au niveau européen. Alors, la première chose, c'est peut-être ce récit qui est devenu dominant, que la régulation empêcherait l'innovation et que l'Europe ne fait que réguler. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit la régulation qui empêche l'innovation. Et d'ailleurs, il n'y a pas de lien entre les deux. Personne n'est capable de dire que c'est parce qu'on a un dialogue social, que c'est parce que nous avons une participation des travailleurs dans beaucoup de pays en Europe au niveau des conseils d'administration qu'il n'y a pas d'innovation. Les problèmes de l'innovation en Europe, il est plutôt dû, ce problème, pardon, à un sous-investissement. Donc, nous n'avons pas de capacité d'unifier nos marchés antérieurs, je dirais, tous les pays européens sur les mêmes stratégies qui investissent. Il y a un rapport de Mario Draghi très récent, il faudrait qu'on investisse dans les technologies numériques au moins 800 milliards par an. Voilà, moi, je ne vois pas aujourd'hui une unité européenne avec des pays qui disent, voilà, il faut qu'on investisse davantage et aussi qu'on crée des capacités de financement un peu plus importantes parce que l'Europe,
C'est vrai qu'au niveau de capacité d'investissement, c'est plutôt l'épargne, pas forcément l'investissement dans les technologies d'avenir, etc. Donc, il y a ces problèmes-là. Il y a un troisième problème qui est nous formons des talents, en France en particulier, mais pas que. Nous avons beaucoup de laboratoires de recherche en Allemagne, etc. Mais souvent, ces personnes vont travailler aux États-Unis. Peut-être moins aujourd'hui. Je l'espère qu'on puisse. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs états-uniens qui vont venir respirer un autre air plus respirable en Europe par les temps qui courent là-bas. Je ne pense pas que ça soit le bonheur de tous les Américains aujourd'hui que de vivre aux États-Unis. Donc, il y a ces problématiques. Moi, la régulation, l'Europe, elle a toujours été à l'avant-garde et d'ailleurs, elle était imitée. Mais le besoin d'avoir demain des technologies sûres qui ne me portent pas atteinte ni à mes données personnelles, ni à mes données sensibles, ni à mon appartenance ethnique ou religieuse ou politique à quelque chose. Moi, je pense que ça, c'est l'aspiration de la plupart des citoyens de notre planète. Que les citoyens chinois ne puissent pas s'opposer à tous les flicages auxquels ils sont soumis, ben, c'est parce qu'il y a une dictature, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Donc, je pense que les modèles européens de dire il n'y a de confiance, qui ne discrimine pas, qui ne provoque pas de biais, qui ne soumet pas l'homme voilà, de manière peu émancipatrice, etc., mais soit l'aspiration à la fin de tous les citoyens dans ce monde. Et donc, je pense que ces modèles ont un futur et que l'Europe a raison de dire on déploie, mais on doit déployer en respectant nos valeurs fondamentales, tout simplement, et nos droits. Mais l'Europe, par contre, et on l'évoquait au début, doit inventer sa voie. Ça, c'est une voie, le respect des droits et des valeurs fondamentales. La deuxième voie, c'est le respect de l'environnement. Et donc, des modèles qui sont très coûteux et qui sont très énergivores, il faudrait qu'on invente, comme les modèles chinois. Je ne sais pas si c'est un modèle, mais en tout cas, ça coûtait beaucoup moins cher et ça a beaucoup besoin d'avoir des données d'entraînement puissantes et avec les mêmes fonctionnalités. DeepSeek, c'est un contre-modèle au modèle américain. Et moi, je pense que l'Europe doit innover, pas pour émuler Google et Meta. C'est trop loin, on les laisse. Mais pour créer des modèles frugaux, des modèles de confiance qui respectent les droits fondamentaux et qui sont des modèles qui sont innovés à partir des segments ou des briques des technologies que nous avons déjà. Voilà, sans courir derrière des modèles que peut-être demain ne seront plus viables. Et en plus, avec l'histoire des douanes, on devrait interdire ou taxer énormément les acteurs du numérique américain. Ils viennent chez nous, bah oui. Avant, on avait peur des rétorsions, mais aujourd'hui, elles sont là. Les attaques de Trump aux tarifs des produits européens, elles sont déjà là. Donc, on ne doit plus avoir peur de taxer les entreprises du numérique américaines. Pour se réveiller dans ce sens-là, oui, je pense. Odile, vous voulez dire quelque chose? Non, je n'ai rien à rajouter. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions et j'espère à bientôt. Merci à vous. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.